Je ne savais pas trop, honnêtement. J'ai juste su qu'il y avait une fusillade, puis je suis parti. C'est avec tristesse et horreur que les Canadiens ont appris la nouvelle de l'attentat terroriste dévastateur qui se produit hier soir à Québec. Ces personnes ont été visées uniquement parce qu'elles pratiquaient leur religion. Il s'agit d'un acte terroriste. C'est une attaque contre les valeurs les plus profondes et les plus chères aux Canadiens, l'ouverture, la diversité et la liberté de religion. Cinq années se sont écoulées. La Grande Mosquée de Québec a changé. Elle a été rénovée, la sécurité y a été renforcée. On ne peut pas effacer un tel drame. Ça, c'est quelque chose qu'on va porter, je pense, à vie. On essaie de tourner la page. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Le 5e anniversaire des attentats de la Grande Mosquée de Québec a été souligné bien tristement le 29 janvier 2022. Ce drame sans commune mesure est revenu à l'avant-plan récemment, puisque la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelles les peines consécutives, ramenant donc la peine du tueur Alexandre Bissonnette à 25 ans ferme avant qu'il puisse demander une libération conditionnelle. C'est donc dans cette optique que j'ai cru intéressant d'avoir un entretien avec Dr Julien Clément, qui est chirurgien traumatologue au CHU de Québec Université Laval et directeur adjoint des services professionnels. Julien est également un vétéran de la guerre d'Afghanistan. Il a participé aux soins des blessés le soir de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec en 2017. L'entretien nous permet de revenir sur les événements avec une vision de l'intérieur. C'est donc une entrevue différente des autres, empreinte d'une certaine tristesse et qui nous fait revivre des événements qui ont marqué l'histoire de Québec pour toujours et qui resteront gravés dans nos mémoires. Bonne écoute.
bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir dans tes bureaux à 18h mardi soir. De ce que l'on sait ou de ce qu'on apprend, ne serait-ce qu'en recherchant encore une fois les médias de l'époque, là, la fusillade a eu lieu vers 19h45. Environ, oui. On parlait de 2 tueurs au début, ou 2 suspects là, dans les premières heures. J'aimerais ça que tu me racontes, toi, là, comment toi tu as vécu ça. Là, peut-être pas le minutage exact, là, mais comme chirurgien, là, parce que c'est quand même un événement auquel on ne s'attend pas quand on travaille à Québec. Là. Non, ce qu'on ne s'attend pas, ça, c'est définitif. Là. C'est pas le genre d'appel que je croyais recevoir. Comment ça s'est passé? C'est que c'était un dimanche soir de fin janvier. Là. Donc, assez froid. Assez froid. Fait que j'étais en pyjama, puis j'essaie de planifier mes vacances d'été. D'accord. Finalement, c'est ça que je faisais. Puis là, c'est un de mes collègues, il m'appelle, mon téléphone sonne, il m'appelle, puis il me dit « Hey, t'as-tu vu ça aux nouvelles? Il y a une fusillade. » Oui, il y a eu une suspicion de fusillade. Je dis « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'en ai pas entendu parler. » À ce moment-là, la seule et unique chose à laquelle j'ai pensé, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est quoi, je ne sais pas, c'est que je m'en vais à l'hôpital pour voir ce que c'est. Là, ça, c'est des genres de choses qui arrivent effectivement tellement pas souvent que c'est bon d'être là, puis d'arriver, puis d'évaluer la situation. Mm-hmm. Puis, règle générale, quand un collègue appelle à l'aide, parce que... Oui, mais en tant que... Il faut y aller. C'est ça, il faut y aller. C'était pas les collègues qui étaient à l'hôpital qui ont appelé, c'est quelqu'un d'autre qui regardait à la télé. Oui. C'est quand même... c'est une démonstration que les médias ont un impact positif pour des fois activer des choses, des mécanismes d'urgence. Mais toi qui as vécu là, en situation de guerre, te rappelles-tu tu dis que le réflexe que tu as eu, c'est d'y aller, là, mais te rappelles-tu de la première pensée? Là? Tu me dis que tu es en pyjama, puis là, un des collègues ou un de nos amis, finalement, un chirurgien ici, t'appelle pour te dire qu'il y a une fusillade à Québec. Là. Est-ce que tu sais que c'est à la mosquée déjà? OK. Oh, je ne savais pas trop, honnêtement. Okay. J'ai juste su qu'il y avait une fusillade, puis je suis parti. OK. Puis là, si tu me racontais, là, quand tu arrives à l'hôpital, là, tu retrouves les blessés sont déjà arrivés ou... Quand moi je suis arrivé, en tant que tel, il y avait déjà un patient qui était déjà en salle d'opération. Le deuxième rentrait en salle d'opération. Il y en avait encore d'autres qui étaient à l'urgence. Là, la partie de prise en charge initiale avait été pas mal débutée. Okay. Je peux dire ça. Puis on était vraiment dans la phase de trier c'est qui va aller en première salle d'opération, si on l'avait déjà. Puis ensuite deuxième, puis ça troisième. Puis on était en train de rappeler du monde finalement. Parce que j'ai pas été tout seul à se rendre finalement à se faire dire il y a quelque chose qui se passe, puis à se déplacer vers l'hôpital. Là. OK. Puis dis-moi, à quel moment là prenez-vous connaissance de la nature de la fusillade, là, du caractère extrêmement dramatique du fait que ce soit là, à la Grande Mosquée? Là? On est 5 ans plus tard, c'est un peu flou, là, mais faut fouiller dans les souvenirs. C'est dans les premières minutes à l'arrivée à l'hôpital. Okay. C'est là, ça, c'est qu'est-ce que... On se rappelle, on pognait... C'est un peu l'expression anglaise, c'est le fog of war. Là. Oui, OK. C'est que les événements deviennent beaucoup plus clairs par après. Mais pendant, quand on est dedans, on sait, OK, il y a du monde qui sont arrivés, on sait qu'il y a eu une fusillade, on sait pas s'il y en a d'autres, on sait pas exactement c'est le pourquoi, ni le comment, mais on a une situation présente qu'on doit adresser, tout en pensant si on va avoir d'autres blessés qui vont arriver. On ne savait pas encore ça. Ça, à ce moment-là, on ne savait pas quand est-ce que l'afflux de patients allait arrêter. OK. Parce que je t'ai déjà entendu présenter là-dessus au congrès provincial de l'association. Puis, si je ne m'abuse, il y a eu un autre traumatisme ou une autre agression proche de l'hôpital, si bien que vous aviez à un certain moment le sentiment que c'était peut-être encore plus gros. Encore une fois, c'est 2 événements très rares qui arrivent en même temps. Finalement, c'est ça qui est arrivé. C'est à 2 coins de rue d'ici. Mm-hmm. Il y a eu finalement une altercation avec une arme à feu. Probablement reliée à de la petite criminalité ou quelque chose comme ça. Mais ça fait qu'on a eu une autre
patient qui est arrivé avec une blessure par balle. OK. Déjà, bon, on en a quand même quelques-unes par année, mais que ça arrive exactement en même temps qu'une fusillade, avec les blessés qui arrivent. Disons que le réseau rumeur s'est enflammé un petit peu, là, principalement pour le personnel à l'urgence, en se disant, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé le meurtrier encore. Là. Il était en cavale. Donc on se disait, il s'approche, il veut venir. Il s'en vient. Il s'en vient, là. Bon, on peut avoir notre opinion, est-ce que c'était valable comme peur ou c'était pas valable comme peur, mais la réalité, c'est que les gens ils étaient face à une situation complètement inédite, puis qu'il y avait de la peur qui s'installait. Là. Ça, c'était une réalité. OK. Puis dis-moi, si tu me parlais un peu de l'ambiance, mais à l'urgence, par exemple, là, c'est quand même... est-ce que c'est une espèce de frénésie ou on a l'impression que c'est quand même sous contrôle, puis que malgré le caractère un peu exceptionnel de ça, tout est en contrôle? Ou... Je pense que si on regarde purement la question à l'urgence au point de vue purement médical là, ou purement professionnel, ça a très bien été. Les patients sont montés les plus instables sont montés rapidement au bloc opératoire. Fait que la question de frénésie ou de... Oups, on ne sait pas si on va être capable de s'en sortir, a plus été vécu au bloc opératoire qu'à l'urgence. OK. C'est peut-être un peu contraire de ce qu'on voit dans les séries télévisées, là, où que c'est vraiment concentré à l'urgence. Puis des fois, c'est là que ça arrive. Mais dans le cas présent, c'était tous des cas chirurgicaux, puis disons, la décision de vie ou de mort s'est passée en salle d'opération, là, principalement pour deux des blessés. Puis dis-moi, quand on parle de monter 3 blessés en salle d'opération en même temps, là, pour un hôpital comme l'hôpital de l'Enfant Jésus, le personnel n'est pas présent ou vous avez... ça, c'est un enjeu, j'imagine, aussi? On est un centre de trauma, là, fait que le soir, la fin de semaine, il y a toujours 2 équipes de salle d'opération. OK. Donc, le personnel était là. Puis, si on en a 2, ça prend pas beaucoup de personnes de plus pour être capable de monter à 3. OK. La réalité, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé, j'étais allé aider un de mes collègues pour un des cas. Puis, du moment que la partie hémorragique était contrôlée, je me suis dit, je vais sortir, puis je vais aller juste m'assurer de faire le triage, ou gérer le trafic, si on peut dire. Puis, donc, quel patient va être opéré en numéro 3, en numéro 4, en numéro 5. Puis, j'ai eu l'agréable surprise de me dire que, le patient numéro 3 était monté au bloc opératoire plus vite que je m'attendais. Fait que ça, c'est... Le bravo qu'on doit donner pour ça, c'est de la mobilisation rapide du personnel infirmier puis des équipes anesthésiques. Je crois que à part de 2 personnes, presque tout le service de chirurgie générale de l'Enfant Jésus était sur place là, à ce moment-là. Donc, opéré à 2 ou même 3 chirurgiens. Les médecins résidents se sont pointés également. Donc, on est rapidement venu à une situation où on n'était plus en manque de ressources pour prendre soin des blessés qu'on avait. Est-ce qu'il y a un risque dans une situation comme ça, finalement, de te retrouver avec trop de personnes, trop de ressources, et que ça crée un peu de chaos? Oui. À vrai dire, quand on planifie des cas d'horreur... Là, je parle toujours à un chirurgien militaire qui a l'expérience de ça. Là, c'est un risque, mais je mets ça dans la catégorie des heureux problèmes. OK. Donc, tu préfères avoir peut-être un peu trop de ressources, quitte à dire à du monde, OK, va-t'en dehors, là, puis si j'ai besoin de toi, je vais venir te chercher. Là. OK. Versus pas d'en avoir assez. Au même titre que quelqu'un qui est un peu observateur, une salle de trauma moderne, un peu, là, il y a des lignes rouges à terre. Pour dire, si tu ne fais pas partie de telle équipe, là, reste en dehors de là parce que tu vas être dans les jambes. OK. Donc, c'est un peu la même philosophie. Puis, si vous remarquez dans différents sites du CHU présentement, il y a des pancartes qui sont marquées « Zone de rassemblement pour le code orange ». C'est quand le code orange est activé, les gens vont dire « Venez nous aider, mais assemblez-vous là, puis on va venir vous chercher quand on a besoin d'aide. » C'est à ça que ça sert. OK. Donc, ça, c'était pas là en 2017. Là, maintenant, ça l'est. OK. Dis-moi... parce que l'Enfant Jésus est un centre de trauma depuis fort longtemps, là, puis pour arriver à gérer un accident comme ça ou une tragédie comme ça, quel genre de préparation ça prend? Parce que j'ai l'impression que c'est un scénario qu'on doit pratiquer, repratiquer,
mettre sur pied des protocoles en sachant jamais, on ne sait jamais si ça va servir. Puis le test ultime, c'est la réalité. Là. Il n'y a pas de simulation qui va permettre de rendre ou de pratiquer ça de façon aussi réelle. Pour l'organisation des soins, puis où est-ce qu'on va envoyer les patients, puis le triage initial, je crois qu'une bonne simulation peut rapprocher de la réalité. OK. Si on prend la situation de la mosquée présente, de là 5 ans, on était juste un peu au-dessus des capacités normales de l'hôpital en termes de ressources humaines puis de plateau technique. Donc, c'est pour ça que en bonne partie, ça a bien été. Il y a eu un rappel de personnel, mais déjà, en partant, on était bien staffé en termes de ressources humaines. Je veux dire que la mobilisation du service de chirurgie générale, ça a été... on ne peut pas planifier ça, de dire qu'un dimanche soir, il va y avoir 7 personnes sur 9 qui vont être disponibles et qui vont se déplacer. C'est dur à planifier. Mais ça s'est réalisé, malgré tout. Quand on fait des planifications de ces choses-là, on regarde un peu plus dans les scénarios encore un peu plus extrêmes. Donc, qu'est-ce que ça aurait fait si on aurait eu 25, 30, 35? Là, l'hôpital serait arrivé au point de rupture. On aurait dû envoyer des blessés dans d'autres centres. Ou laisser des gens mourir. Ou laisser des gens... On n'aurait pas été en mesure de les soigner. Ça, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est... c'est la décision ultime, si on peut dire, ou celle qu'on ne veut jamais faire, mais qui est adéquate là, dans ces scénarios-là. Puis, moi, j'ai la prétention vraiment... j'ai la conviction qu'un des patients qui maintenant a survécu, puis qui n'a pas de problème, que s'il avait seulement été opéré par un chirurgien, je ne serais pas là pour en parler aujourd'hui. En raison de la gravité des blessures. OK. Ça a pas mal tout pris. Là. OK. Dis-moi, en quoi ton expérience de chirurgien de l'armée t'a préparé à ça? Les autres collègues dans le service, la majorité ne sont pas des militaires? C'est sûr qu'un déploiement en zone de guerre ou des déploiements en zone de guerre, c'est bon pour se préparer pour des traumatismes extrêmes. Donc, il y a une question d'expérience clinique là, pour différents types de blessures. Ce qui n'était pas nécessairement le cas pour des blessures par arme à feu, je dirais pas simples, mais des standards quand même. Je pense que la partie qui m'a été le plus utile, c'est la question de gestion de situation. Donc, de voir les multiples priorités un peu en même temps, puis de dire ça peut attendre un peu plus, ça peut se faire maintenant, ça pourrait se faire de manière retardée. Puis, il faut quand même pas aussi oublier qu'une de nos premières tâches, quand on a une situation de perte massive, un peu comme ça, on doit ouvrir les goulots d'étranglement pour que les ressources arrivent, pour pouvoir soigner les patients. Mais après ça, il faut être capable de se dire quand est-ce qu'on est capable de revenir à la normale, la phase de recouvrement le plus rapidement possible. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu une fusillade qu'il ne pourra pas avoir un accident sur l'autoroute. Une demi-heure plus tard. Donc, il faut être prêt le plus rapidement possible pour être capable de réaccueillir quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, je dirais, peut-être 1 heure et quelques, s'il y avait eu quelqu'un de grièvement blessé, nécessitant une salle d'opération extrêmement rapide, là, on aurait été un peu coincé. Cependant, à partir de minuit, on a été capable de redescendre un peu à notre standard, là, une salle d'opération qui était fonctionnelle pour être capable là, de passer toutes les blessures qu'on avait à faire. Vous avez eu 3 salles d'opération actives en même temps. Ouais. Puis vous avez opéré combien de malades? Il y en avait... Si ma mémoire est bonne, c'était 5 qu'on a eu. Okay. Plus le cas supplémentaire. Je veux revenir encore une fois, là, quand tu es arrivé à l'urgence de l'Enfant Jésus, là, te rappelles-tu dans quel état d'esprit tu étais? Tu étais nerveux, excité, anxieux, curieux? Est-ce que tu te rappelles? Parce que le paradoxe est, pour les gens qui nous écoutent, que comme chirurgien, il y a une dose d'adrénaline liée à ça, là, dans le sens où on se détache du caractère dramatique de l'événement pour se concentrer sur l'aspect, je dirais, médical. Là. C'est ce qui nous permet de donner des soins, évidemment. Là. T'en rappelles-tu un peu? Là, c'est
je ne cacherai pas que c'est un rush d'adrénaline. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Effectivement, pour la partie soit médicale, purement là, la blessure, on va regarder ça, puis on va faire tel traitement, puis tout ça, de se détacher de ça, mais peut-être par personnalité, j'avais le même focus pour la question de la gestion de la situation. D'accord. Donc, j'étais super allumé, concentré, là. C'est ce que je me rappelle. Là. C'est juste un peu plus tard, là, quand j'ai eu conscience que les blessures létales étaient adressées. C'est à ce moment-là que, disons, la gravité, disons, émotionnelle là, de la situation, j'en ai pris le plus conscience. Je parlais de l'afflux de personnel ou du risque d'être submergé là, par les ressources humaines. Est-ce que la chaîne de commandement dans une unité de trauma comme l'Enfant Jésus, est-ce que c'est quelque chose qui est bien instauré ou tu es obligé de ramener des gens à l'ordre puis dire ne fais pas ça, c'est moi qui m'en occupe ou c'est un autre là, parce que tout le monde veut bien faire peut-être puis Tout le monde veut bien faire, puis en règle générale, là, on va dire que les médecins, c'est des gens qui ont une indépendance d'esprit. Tout à fait. Cependant, tout le monde est tombé en ligne. OK. Le deal était un peu, là, occupez-vous de qu'est-ce qu'il y a dans la salle d'opération, puis je vais faire les discussions à l'extérieur. T'sais. D'accord. Une fois que, pour les équipes chirurgicales, ça c'est un message qui passait qui a bien passé. Là, c'est sûr, on est 5 ans plus tard. Donc, on peut quand même parler de nos bons coups puis de nos mauvais coups. Mm-hmm. Nos bons coups, je l'ai déjà mentionné, c'est le personnel de soins infirmiers, c'est les anesthésistes, c'est mes collègues du service de chirurgie générale qui ont porchiné, qui se sont pointés. Puis j'inclurais aussi les chirurgiens orthopédiques qui ont offert beaucoup d'aide là, dans ça. Les soins intensifs se sont mobilisés, mais c'est vraiment les équipes terrain qui ont sauvé la mise cette journée-là. On a eu des ratés au point de vue institutionnel pour notre gestion de crise. Mm-hmm. Je dirais des ratés majeurs qui ont été corrigés. Là. Ça a été un réveil pour certaines personnes. OK. Parce que les mesures d'urgence, je compare souvent ça à les ordres d'incendie. Là, dans chaque bâtiment public, il y a un document qui dit... Il y a un diagramme sur le mur. Il y a un diagramme, il y a un document qui dit si l'alarme sonne, vous faites ça, puis vous prenez ça, vos tâches, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que si l'alarme de feu part, le monde le regarde, puis se dit bon, c'est encore une fausse alarme, puis ils sortiront pas. Puis là, ils vont voir de la boucane, ils vont peut-être penser que c'est vrai, puis là, ils sauront plus par où sortir. Le plan est là, mais la question de planification n'est pas nécessairement là d'être prêt à l'actualiser. Le code orange, c'était un peu ça. Okay. C'était un peu juste me définir un code orange pour nos auditeurs. C'est une situation où une arrivée de blessés multiples. Okay. Ça peut être une fusillade, mais ça peut être juste un gros carambolage sur l'autoroute. Ça peut être un écroulement d'un bâtiment. Ça peut être à peu près n'importe quoi. OK. Donc, il y a eu quelques ratés. Oui. Qui se discutent ou plus confidentiels? Ouais, il y a des... Ou est-ce qu'il y a des exemples, par exemple? Ouais, des exemples positifs, je dirais. Là. Je crois on peut discuter quand même des choses qui sont négatives aussi, okay. Là, pour savoir qu'il ne faut pas que ça se reproduise. L'affaire la plus compliquée, la plus difficile dans des situations comme ça, c'est toujours les communications. Ça va toujours l'être, puis ça l'a toujours été. Donc, c'est pour ça que c'est le point central d'entraînement. Quand on fait une simulation de code orange, c'est les communications qu'on veut voir. Quand tu parles de communication... Ça veut dire, est-ce que l'information rentre en bon temps? Donc, est-ce que les personnes qui doivent être avisées sont avisées? Est-ce qu'on est capable de... Juste la communication entre la salle d'urgence et la salle d'opération. Juste un exemple bien très terrain. L'urgence reçoit 10 patients critiquement malades. Si le bloc opératoire ne sait pas, les autres continuent leur petite vie comme si de rien n'était. Des appendicectomies ou quoi que ce soit. Il faut que les gens puissent être au courant. Il faut que la banque de sang soit au courant. Il faut que les soins intensifs soient au courant. Il faut que la radiologie soit au courant. C'est toute une suite
de plateaux techniques, de personnel, d'expertise qui sont critiques dans la chaîne de survie pour être capable d'avoir le maximum de patients qui vont survivre. Donc ça commence directement à la scène, puis ça va jusqu'à quand les patients arrivent à l'étage. Ça peut faire bouger beaucoup, beaucoup de pions là, dans un réseau de santé, un événement de cette ampleur-là. Mm-hmm. Puis, t'en faisais allusion tantôt sur la notion de triage. De dire, normalement, on est toujours, on va pouvoir passer le premier patient, le patient qui est le plus grièvement atteint, on part en premier, puis on descend. Mais tout le monde, on sait qu'on va avoir des bons soins, puis qu'ils vont être soignés. Quand ça dépasse les capacités de l'établissement ou du réseau, c'est là que la notion de qu'est-ce que je fais entre en ligne de compte. Puis que c'est des décisions qui sont pas faciles. Puis, je veux dire, au point de vue sociétaire, on a même eu à se reposer ces questions-là à cause de la pandémie. Exactement. C'est les mêmes concepts, mais qui sont appliqués sur une échelle différente, puis avec un espace-temps qui est différent. Là. OK. Les premières heures sont assez tumultueuses, là. Puis là, finalement, j'imagine qu'à un certain moment donné, vous réalisez, OK, ce sont des blessés qui viennent de la Grande Mosquée. Fait que là, le caractère potentiellement là, raciste de l'événement là, ou cultivé, donc axé là, sur une agression contre la communauté musulmane se manifeste. Là. Donc, ça, j'imagine qu'il y a un afflux de... Parce qu'il y a des journalistes, là, j'imagine qu'il y a une deuxième vague, là, qui n'est pas une vague d'accidentés, mais qui arrive à l'hôpital puis qui commence aussi peut-être à s'infiltrer dans les corridors. Puis ça, comment vous gérez ça? Peut-être un rôle à jouer là-dedans aussi? Dans les ratés qu'on a eus, on n'a pas eu de travailleur social ni d'augmentation de sécurité le soir même. Il y a une trentaine de personnes qui étaient à l'entrée du bloc opératoire pour prendre des nouvelles. Des membres de la communauté musulmane. Puis c'est normal. C'est normal. Disons que je me sentais pas très très gros dans mes souliers là, quand j'étais allé les voir. Là, je faisais la Toi, tu as fait ça seul. J'étais seul. Tu rencontres 30 personnes qui veulent des nouvelles. Pas nécessairement facile, complètement dramatique. Il est tard, on est rendu tard le soir. On approche minuit. Mm-hmm. La réalité, c'est qu'à cette heure-là, probablement que ce qui est le mieux, c'est nono, mais il faudrait peut-être que les gens dorment. Ah oui. Puis demain, on va être capable de prendre la partie psychosociale plus en charge. On va prendre soin d'une communauté qui est meurtrie. On prend une courte pause et on revient avec le docteur Julien Clément, qui est chirurgien traumatologue à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix.
nuit finit par passer, les patients récupèrent, il y a des blessés graves, il y a des gens qui vont garder des séquelles permanentes. Là. Il y a d'ailleurs un de vos patients là, qui a été dans les médias par la suite, là, qui est un blessé médulaire. Là, donc, au long cours, c'est un drame là, qui se poursuit pour ces gens-là. Mais si tu me parlais un peu de l'atmosphère dans les jours suivants dans l'hôpital, est-ce que l'expression business as usual s'appliquait ou il restait un sentiment là, ou un flottement? Parce que c'est vraiment, je pense que c'est un drame pour la communauté de Québec, puis même canadienne si on veut, mais pour les gens qui sont... On sait que les gens qui sont impliqués de près dans ce type de traumatisme, souvent en gardent des séquelles, puis sont peut-être parfois mal pris en charge. Dans le cas de l'attentat à la mosquée, il y a une ambulancière qui s'est enlevé la vie là, dans les suites de l'événement, puis on pense que c'est lié potentiellement à cet événement-là. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu des jours, des semaines suivantes, peut-être des discussions qui ont eu lieu ou du retour sur... peut-être pas tant sur l'aspect médical, j'imagine que ça a eu lieu, mais sur l'aspect humain ou personnel. Est-ce que c'est des discussions qui ont eu lieu ou comme tout bon médecin, les gens ont mis ça de côté puis on fait semblant que c'était pas arrivé? Ben, je peux juste commenter sur moi ce que j'ai fait. Là. Entre les moments où j'ai été parler avec les familles, j'ai quand même fait le tour des équipes médicales qui étaient sur place, là, au bloc opératoire, aux soins intensifs, à l'urgence, pour garder le monde ensemble, on va dire. Il y avait un sentiment de surprise, révolte face à l'incident. Mm-hmm. Puis un petit sentiment de que c'est ça face à certains manquements qu'on aurait pu avoir dans la réponse institutionnelle, quand je faisais pas référence à ce qu'on aurait dû avoir du travail social ce soir même. Là, par exemple. Mais l'important, c'était de garder les gens focusés sur la tâche qui devait être accomplie, puis de les garder focusés. Au moins, on va essayer de se rendre au lendemain matin, puis après ça, on va continuer. Mm-hmm. Tout en écoutant un peu là, les émotions qui arrivaient. Il y a eu des débriefings formels qui ont eu lieu quand même, qui, à mon sens, là, 5 ans plus tard, on a plus été sur la partie business que sur la partie émotionnelle, même si elle a pas été escamotée, là, elle a quand même été adressée. Les gens réagissent différemment à des choses comme ça. Mm-hmm. Il y a une jeune anesthésiste qui me parlait de ça la semaine dernière, puis elle était résidente pendant ce temps-là. Mm-hmm. Elle s'en rappelle. C'est une expérience qu'elle a vécue. Là, l'important des événements de même, c'était peut-être pas de juste de pas en vivre, parce qu'on est dans un métier qui fait qu'on se met un peu en position à risque d'en vivre, mais c'est d'être capable de prendre l'expérience qu'on est capable d'en prendre. Là, oui. La bonne puis la mauvaise, puis de faire le mieux qu'on peut avec. Là. Mais dis-moi, tu parlais peut-être que l'hôpital était mal préparé, peut-être au niveau des communications, certains éléments qui auraient pu être mieux faits. Dans la gestion post-crise, est-ce que, quand tu parles de débriefing, là, êtes-vous accompagné par des psychologues? Y a-t-il des firmes externes qui viennent vous aider? Ou c'est un peu informel? Ou, ça a été un peu... je vais parler pour ce que j'ai vu. Mm-hmm. Ça a été plus avec les ressources internes de l'hôpital. D'accord. Ferme externe, j'ai pas vu ça. Je peux pas exclure qu'il ne pourrait pas avoir, exemple, une infirmière de l'urgence qui aurait peut-être cogné à la porte de son superviseur en disant « Écoute, là, moi, ça, je le sais pas. » OK. Mais clairement, la partie de débriefing, je me rappelle qu'on l'a fait dans les jours qui ont suivi. Puis la partie prise en charge de la situation pour... Le lendemain d'un dimanche soir, c'est le lundi matin. Là. Tout le monde était revenu. Là. OK. Tout le monde était prêt à refaire son travail. Là. As-tu la notion qu'il y a des membres du personnel ou autres qui ont eu des problèmes de santé, disons, liés à cet événement-là? Personnellement, je pourrais pas. Réorientation. C'est sûr que j'imagine que c'est pas aussi dramatique le vivre à l'urgence que les premiers répondants. J'ai l'impression que c'est souvent les premiers répondants qui sont les gens les plus
affecté par ce c'est beaucoup plus ce genre de graphique. choses. C'est ça. Puis t'as vu le contact avec, mettons, la famille qui est apeurée, puis qui est juste à côté, puis qui a fui la situation, voir les douilles à terre, des choses comme ça. C'est sûr que ça doit être plus dramatique qu'un cas au bloc opératoire. Tout à fait. J'aimerais que tu me parles un peu de ta carrière militaire. Tu as été dans l'armée pendant plusieurs années, puis tu as été déployé en Afghanistan. Puis, quelle comparaison peux-tu faire avec un attentat urbain, civil, comme celui de la Grande Mosquée, puis des scènes que tu as pu voir ou traiter en Afghanistan? Pour t'avoir déjà entendu présenter sur le sujet, là, quand tu parlais de choses graphiques, là, je me rappelle t'avoir entendu raconter en Afghanistan que les militaires conduisaient les véhicules blindés avec des garrots, si je ne m'abuse, au niveau des cuisses. Il y en a qui faisaient ça, effectivement. Parce qu'ils pouvaient passer sur des engins explosifs puis perdre les deux jambes instantanément, puis gonfler les garrots pour rester en vie jusqu'à ce qu'ils arrivent chez vous. Donc, malheureusement, ça c'était un type de blessure qui était fréquent. OK. Puis l'amputation du membre inférieur ou la double amputation, c'était quelque chose. Ça arriverait ici, on en parlerait pendant un mois. C'est ça. Puis là-bas, c'était monnaie courante. Avec le phénomène des explosions aussi qui était surajouté. Là, ça créait des traumatismes, disons, gravissimes là, au niveau des tissus. Ça, quand tu parlais tantôt de dire comment on peut pas vraiment se préparer puis des choses comme ça, c'est une catégorie de blessures qu'on peut pas voir dans le monde civil, en règle générale. C'est presque impossible. C'est des blessures de guerre. Cependant, moi, j'ai fait ça au tout début de ma carrière. Le premier cas que j'ai fait comme patron, c'est un soldat américain qui s'est fait tirer. En Afghanistan? Oui. OK. Ce que j'ai à ferme conviction, c'est que notre formation canadienne, point de vue médical et chirurgical, on n'a pas à se sentir deuxième face à personne. On est très bien formés, puis en connaissant bien nos techniques, nos principes, on est capable de transposer ça relativement facilement dans une situation de guerre. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça devient tout seul, mais je dis qu'on est très bien formé au Canada. Tu me parlais un peu de lorsque tu as été déployé, donc à la fin des années 2000? J'étais dans 2009, 10, 12. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, trois déploiements, ou c'est comment ça fait? Pour les médecins spécialistes, comment que ça fonctionnait, c'était souvent des rotations entre 2 et 3 mois. OK. Puis à tour de rôle, disons, ça variait avec l'effectif qu'on avait dans le service, si on peut dire. D'accord. Donc, moi, je me plaisais à dire que vers la fin des années, on va dire, vers 2008, 2009, 2010, là, il y avait quasiment le tiers des chirurgiens militaires au Canada qui étaient à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Parce qu'il y avait moi et mon collègue Vincent Trottier, puis ça nous faisait 2 sur 7. Fait que OK. On n'était pas une grosse gang. Là. OK. Là, ils sont un petit peu plus de nos jours. Là, puis donc, dans le domaine civil, l'attentat de la mosquée, ce serait l'attentat le plus dramatique que tu as vécu, je suis pas mal certain, là, au point de vue civil. Oui. Au point de vue militaire, là, sans tomber dans le macabre, là, mais les choses les plus dramatiques que tu peux voir. Là, on parlait d'arrachement de membre, mais... l'autobus d'enfants explosé, je l'ai eu. Là. OK. Fait que ça va chercher haut en termes de nombre de blessés, de gravité des blessures et d'émotions qui y étaient associées. Ça, c'est dans quelles circonstances? Ça, c'était en Canada. OK. Donc, c'était un autobus d'enfants qui avait été la victime d'un attentat. Combien de blessés? Je pense qu'il y en avait 18. Donc, on a dû trier des gens. J'ai fait ça personnellement sur des enfants. Là. Quand on dit on n'offrira pas les soins parce qu'on n'a pas les capacités. Là. Quand on parle de triage, je m'excuse, je t'interromps parce que tu soulèves plein de questions, là, mais quand on parle de triage, on ne va pas nécessairement traiter la personne la plus malade. Exactement. On va essayer de traiter d'avoir le plus de survivants possible. C'est ça. Donc, c'est des choix déchirants. Là. L'exemple le plus classique, on avait même des règles qui nous permettaient qui nous guidaient là, quand même, là, pour pas que ce soit toujours une décision éthique déchirante, là, puis qui était souvent renforcée par des évidences scientifiques. Ici, un grand brûlé, c'est une condition qui grave, mais qui est règle générale survivable.
Dans un pays aussi pauvre mettons, que l'Afghanistan, ben, un grand brûlé de 45, 50, 55%, le taux de survie est à 0%. Okay. Donc, éthiquement, c'est difficile de se dire j'ai un enfant de 9 ans devant moi, puis j'ai évalué Bleu 2, puis on était à 50, de le laisser aller, mais c'est la chose qui était à faire. C'est terrible. C'est terrible. Puis on parlait tout à l'heure de peut-être de traumatisme lié à ce type d'exposition-là. Quand tu es êtes-vous supporté dans l'armée ou mettons l'autobus d'enfants dont tu parles là, est-ce qu'il y a un débriefing de ça qui est contemporain ou encore une fois ça fait partie du travail mais on continue parce qu'il va y en avoir un autre qui va arriver dans une heure? Ben, à vrai dire, dans cette situation-là, il y en a effectivement une autre affaire qui est arrivée 1 heure après. Là, fait que ça, c'est la réalité. Fait que des événements multiples dans la même journée, ça, des événements qui seraient des codes orange ici, là, plusieurs fois dans la même journée, j'ai vécu ça. Là. Alors, en termes de support psychologique, c'est principalement à la fin d'un déploiement où il y a des sessions un peu de décompression, des rencontres pour s'assurer que les gens sont corrects. C'est quelque chose qui est utile ou c'est... Je pense que c'est la géométrie variable selon les personnalités des gens, selon les expériences qu'ils ont eues, selon leurs attentes. Je crois qu'on doit faire ça, tout ça, parce que le pire qui arrive, c'est que, OK, on m'a donné du support, j'en avais pas de besoin, mais je l'ai eu. Mais quelqu'un qui en a besoin puis qui ne le demande pas, ben, au moins on va systématiquement lui donner. Parce que souvent, l'armée canadienne est un peu critiquée, là, à tort ou à raison, pour l'absence d'aide qui est apportée aux vétérans. Oui, c'est une institution qui a été attaquée pour ça, qui va l'être probablement encore, mais qui s'est beaucoup améliorée là, quand même. Là. Okay. Ce qui se passait, mettons, il y a 30 ans, les gens, mettons, qui sont allés pour dire quelque chose en Bosnie, là, qui était un conflit à faible intensité, mais quand même, il y a des gens qui ont vécu ou qui ont vu des affaires très difficiles. Ça se compare pas avec ce qui était le support qui était offert en Afghanistan. Puis, peut-être une notion qui peut paraître un peu bizarre, là, mais c'est la notion de est-ce que j'ai du contrôle ou est-ce que j'ai un certain pouvoir sur qu'est-ce qui se passe. Sur place. Sur place. Le sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui est extrêmement dévastateur quand même là, on peut dire on peut dire de la santé mentale. Là. La mission en Bosnie-Herzégovine, c'est essentiellement une mission. Au début, c'est une mission de l'ONU, après ça, c'est une mission de l'OTAN, mais c'est une mission plus de maintien de la paix. Donc, avant d'avoir à pouvoir prendre action sur quelque chose qui était jugé pas adéquat, l'exemple, c'est qu'il fallait qu'on nous tire dessus pour être capable de réagir. Tandis qu'en Afghanistan, les gens, écoute, on se battait, puis mon chum est mort, mettons. Mais on se battait, puis on n'était pas comme juste inactif. Fait que ça change un petit peu, là, je crois, la psyché. OK. Mais bon, c'est ça. Fait que là, c'est ce que tout ça pour dire que, oui, les supports sont meilleurs qu'il y a, mettons, une génération, mais que le contexte est également très différent. Puis, quand tu parles de séances là, d'aide au retour, ça consiste en quoi, juste parce que c'est un peu mystérieux pour moi, là, c'est des rencontres de groupe, des rencontres personnelles. C'est essentiellement des rencontres de groupe. OK. Puis, sans ça, il y a aussi des rencontres personnelles, un examen médical, là, où je me pose une couple de questions. Puis, OK. Puis, à ton retour d'Afghanistan, pour dire quelque chose, est-ce que tu rêvais à des cas que tu avais eus? Est-ce que c'est quelque chose qui reste avec toi un certain temps ou qui est encore là aujourd'hui, peut-être? Non, une expression qui pourrait rendre ça qu'on peut comprendre un peu, là, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une blessure. Puis qui guérit, mettons, c'est l'équivalent c'est d'avoir eu une entorse. Là. Donc, j'ai effectivement eu des mauvais rêves pendant quelques semaines après mon retour. Est-ce que j'ai des affaires qui... un moment donné, je me suis évanoui en plein gros, au milieu d'une foule, là, avec ma fille ses épaules. Là, j'ai juste blackout complet, là, quelques secondes, mais ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais réarrivé par après.
C'est des affaires qui sont arrivées, mais qui sont parties. Est-ce que je suis dans les chanceux puis qui ont complètement guéri? Je pense que oui. Présentement, aujourd'hui, ça m'affecte pas, là. OK. Les choses que l'on voit quand on est chirurgien militaire, comme tu l'as été, est-ce qu'on peut se préparer à ça? Ou c'est juste impossible de se préparer aux atrocités là, que tu as décrites tout à l'heure? Encore une fois, je pense que c'est une question de personnalité puis peut-être d'attente face à la situation, là. On a aussi bien... On peut entraîner des gens de manière intensive, complète, les endurcir, les préparer, leur donner des outils. Puis tu as deux personnes qui vont arriver avec la même situation, qui ont eu le même entraînement, vont réagir complètement différent. OK. Puis ça, je crois que c'est une partie de la personnalité. Ça serait cocasse si c'était pas tragique, là, mais tu sais, j'avais un collègue. À mon deuxième diplôme, j'avais un collègue américain qui était orthopédiste. OK. Qui, lui, c'était sa première fois là. Un excellent orthopédiste, surformé en traumato, des fractures, tout ça, il n'y avait rien qui résistait. Pour un orthopédiste, l'amputation, c'est l'échec. C'est l'échec. Mais là-bas, c'était... Écoute, on faisait des décomptes, on faisait plus d'amputations que de journées qu'on était là. Fait que lui, ça a créé une blessure à tous les jours, il l'avait dans la face. OK. Mais c'était comment qu'il dealait avec ça? C'est un facteur humain intrinsèque à lui. OK. On peut entraîner, mais encore une fois, les entraînements vont des fois rentrer en compétition un avec l'autre. Pourquoi que ça fait qu'il était un bon orthopédiste de trauma? C'est parce qu'il voyait que l'amputation c'était l'échec, fait qu'il se forçait. T'sais, c'est comme ça qu'il était entraîné. Mais là, il fallait qu'il désapprenne un peu quelque chose pour être capable de passer au travers de la situation. Puis des fois, éventuellement, c'est ça qu'il fallait faire pour faire survivre le patient. Étiez-vous obligé parfois de lui pousser dans le dos pour qu'il ampute, disons, justement, parce que ça, à la limite, ça pouvait occuper trop de temps opératoire, restreindre l'accès aux soins pour d'autres patients qui attendent? Donc, il a fallu qu'on fasse un reality check. OK. Est-ce que tu t'ennuies de la chirurgie de combat? Ou... Ouais. C'est quasiment plate de se dire que j'ai commencé ma carrière avec le top, puis après ça, tout le dessin. Là. Mm-hmm. Oui. Je suis extrêmement conscient que si on prend des générations de chirurgiens canadiens, il faut reculer quasiment à la guerre de Corée pour avoir des gens qui ont eu une expérience un peu équivalente avec ce qu'on a fait à Kandahar pendant quelques années. Puis, j'ai eu la chance de graduer puis d'être déployé pendant le centre de ça. J'étais à la bonne place au bon moment. Est-ce que je m'en ennuie? Une partie de moi, oui. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis encore réserviste. Là. OK. Donc, j'ai pas pu couper le lien complètement. Est-ce que tu pourrais envisager de repartir? Ou Ça, c'est une décision qu'il faut que je parle avec ma femme en premier. Donc, tu vas te garder une petite réserve? Effectivement. Pourrais-tu envisager plus tard, peut-être, aussi, de faire de la médecine humanitaire ou de la chirurgie humanitaire? Oui. Okay. Mais écoute, on verra où l'avenir va te mener. Exactement. Parce que tu as d'autres chantiers à gérer ici à Québec là, au cours des prochaines années. Écoute, je te remercie beaucoup, Julien. Le balado, même si on discute de sujets tragiques, se termine, règle générale, sur une note un petit peu ludique. Donc, puis je te laisserai donc, par magie, là, changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui. Ce serait quoi? Ben, ça prendrait de la magie en maudit, par exemple, pour être capable de faire ça. Je t'écoute. Autant que je crois qu'on doit avoir de la bonne vieille nature humaine puis un contact humain dans l'interaction praticien-patient doit demeurer, rester, être valorisé. Autant que la nature humaine, comme praticien, comme établissement, comme grosse organisation avec beaucoup de personnes à l'intérieur, ça nous crée des problèmes. Quand on parle des questions de corporatisme, des questions
des questions de syndicalisme qui peuvent des fois être un peu difficiles, des questions de conflit de personnalité. Toutes ces affaires-là, c'est de la nature humaine. Si on était capable juste d'en faire abstraction par magie, Donc, que tout le monde agisse dans le meilleur intérêt du système puis des patients, moi, on dit que ça irait bien. Mais ça, c'est une utopie. Donc, comment résumerais-tu ce souhait-là en une phrase, disons? Tu m'as dit que c'était la partie baguette magique, okay. Là, fait qu'écoute, là... Il va falloir que je trouve une façon de résumer ça. C'est très bien. Puis, si je te laissais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café ou un verre à Québec ou ailleurs? Ah, on pourrait avoir une liste bien longue, là. Mais si je prenais une personne en fonction un peu de tout ce qu'on vient de discuter, j'ai un de mes mentors de chirurgie qui est décédé récemment. C'est un homme avec des très grandes qualités, mais aussi des très grands défauts, si on peut dire. OK. Qui avait une énergie débordante, là, qui a fini sa carrière là, à Sherbrooke, parce que moi j'ai été formé à Sherbrooke, là, c'est le docteur Marcel Martin. Mm-hmm. J'aurais aimé ça juste prendre un café pour juste finir et dire écoute, merci, parce qu'il y a eu une partie d'inspiration, si on peut dire, okay. ou d'aide là, dans ma carrière. Pour dire merci, puis regarde, j'ai pas trop mal viré, si on peut dire. Ouais. Puis de se conter des histoires. J'ai juste eu la chance de le faire à moitié. OK. Mais je l'ai pas fait complètement. C'est justement avant mon 3e déploiement, j'entends quelqu'un qui me crie après dans l'aéroport, puis c'était lui. OK. J'ai eu quelques minutes pour le faire, mais disons que j'aurais aimé en avoir un peu plus. C'est la dernière fois que tu l'as vu. Mm-hmm. Donc, puis je pense qu'il est décédé l'an dernier, ou il y a 2 ans, c'est ça. Donc, Marcel Martin, qui a travaillé un peu à Québec aussi. Très brièvement. Il y a une 30aine d'années. As-tu une cause qui tient à cœur, une fondation, un organisme? Ben, je vais faire un appel à tous disant que je crois que c'est bon pour chaque médecin qui travaille dans un centre hospitalier de s'impliquer dans son centre hospitalier. Chaque centre a une fondation. Écoutez, c'est une manière de s'impliquer dans son milieu puis de redonner, là. Donc, j'ai pas honte de dire que je donne de temps en temps à la Fondation du CHU de Québec. CHU de Québec. Alors, ceci conclut mon entretien avec Dr Julien Clément, qui est chirurgien, traumatologue au CHU de Québec, Université Laval, et qui est également directeur adjoint des services professionnels dans le même établissement. Julien, merci. Merci. À la prochaine. Quand tu veux. Merci.